Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour, où que vous soyez actuellement. Nous vous présentons notre émission à partir de Montréal, ça va causer. Et nous recevons aujourd'hui un grand homme qui nous parle justement de la réalité. En fait, on parle du Congo, de la RDC, depuis Montréal. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Monsieur Guy, ça va bien? C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir à cette émission de télévision. On va aller droit au but. D'abord, comme toujours, évidemment, à l'émission, c'est le concept même. Qui êtes-vous, monsieur? D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir accordé cette opportunité de passer dans votre programme. Merci. Et je dirais d'abord que je suis congolais. Oui. Et j'ai plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, j'aimerais intervenir dans ma casquette du citoyen congolais. D'accord, mais quand même, Alors, moi je suis curieux là. Déjà, dès qu'on me dit plusieurs casquettes, je veux savoir quand même, avant évidemment de rentrer dans le droit, quelles sont ces casquettes? Allez-y. Bon, la première casquette, c'est d'abord d'être citoyen congolais, Oui. celle qui me ramène ici. Oui. Je suis également chercheur. Chercheur en? Je suis chercheur en gestion de projets à l'École polytechnique de Montréal. Je suis également conférencier. Donc, vous êtes ingénieur, n'est-ce pas? Oui, je suis ingénieur civil de formation. Merci, oui. Alors, je suis conférencier. Je suis également motivateur de jeunes, je peux dire, parce que j'ai une ONG que je suis en train de coordonner avec quelques jeunes de ma communauté là au Congo. Oui. C'est une ONG à caractère évangélique, je peux dire, ou gospel. Alors, je travaille dans ça. Et j'ai notre casquette des blogueurs. J'ai un blog où je parle plus de la technique, de la technologie, la technicité, mais je prends plus le focus dans les domaines du pétrole. Donc, ce sont là quelques casquettes. D'accord, mais justement, la technicité dans le domaine du pétrole, est-ce que pensez-vous qu'il y a encore dedans l'espoir, compte tenu du fait qu'on met de côté tranquillement cette énergie-là pour aller vers des nouvelles formes d'énergie? Bon, moi, je dirais que ça, c'est un débat qu'on voit souvent sur les médias. Mais la réalité est que le pétrole n'a pas encore trouvé quelque chose qui peut le remplacer. Parce que quand on parle de pétrole, beaucoup voient tout simplement les carburants qu'on achète au niveau de la station. Oui. Mais il faut faire attention, le pétrole, c'est un produit fini. Mais quand il est encore brut, il y a plusieurs dérivés qui font marcher beaucoup d'industries que les gens ignorent. Ce qui veut dire que si vous remplacez le pétrole, il faut penser à tous ces produits dérivés. Donc, les débats continuent. Donc, jusque-là, moi, je pense que donc, ça veut dire que ces produits dérivés ne pourront pas disparaître du jour au lendemain. Ne pourront pas disparaître. Oui, on en aura besoin. Oh, allez-y. Donc, c'est ça la réalité. Donc, on en aura toujours besoin. C'est pour cela l'exploitation du pétrole va toujours continuer parce que l'énergie renouvelable, toutes les énergies propres que nous avons actuellement, c'est juste pour remplacer une des utilisations du pétrole. Mais les restes, c'est irremplaçable pour l'instant. D'accord. Alors, on va fermer la parenthèse. Je vais vous laisser continuer dans votre présentation. Oui, je réponds au nom de Aaron Matala. Oui. Je suis congolais installé ici à Montréal depuis presque 4 ans. Alors, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une cause humanitaire. Oui. Et que je peux dire encore en particulier une cause congolaise. Donc, c'est pour cela le motif, même l'objectif de notre visite dans ces installations. D'accord. Il était question que nous puissions nous rendre à une marche. Lorsque j'ai eu l'information, comme plusieurs personnes, il était question ici d'une marche qui doit avoir lieu, en fait, qui partait de la place McGill et sur la rue Sainte-Catherine, donc la rue principale de Montréal. Et l'objectif de cette marche était une grande manifestation à l'égard de la crise rwando-congolaise. Je vous laisse nous donner le contenu justement de cette manifestation. Je n'ai pas l'habitude, je dois le préciser ici à nos téléspectateurs, de recevoir des invités qui nous parlent de manifestation. Parce qu'on n'est pas là pour recevoir des invités qui viennent contester, mais on est surtout là pour donner l'information objectivement. Alors, je vous pose ma question objectivement également, en faisant l'effort pour vous d'être objectif. Quel est le motif de votre présence ici aujourd'hui à cette émission? Merci encore une fois de plus, M. Guy. Ce qui nous amène ici, comme vous l'avez dit, nous tous, nous ne sommes pas des habitués de marche. Mais il y a des moments où la cause commune vous pousse à prendre position. Parce que nous sommes dans un contexte où ce qui se passe dans notre pays, les génocides, c'est quelque chose qui dure plus de 20 ans. Quand vous dites dans votre pays, pouvez-vous préciser s'il vous plaît? Oui, c'est dans la République démocratique du Congo, dans la partie est de la République. Il y a un génocide
qui sévit dans ces coins depuis plus de 20 ans. Tout le monde est au courant. Personne ne fait rien. Personne n'en parle. Et des fois, on peut dire on en parle, mais il n'y a pas de solution pragmatique pour mettre fin à ces atrocités. Et ce que je peux vous confirmer, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le téléphone, le smartphone. Tout le monde a des voitures électriques. Bon, je parle tout le monde, mais la majeure partie a des voitures électriques. Vous avez beaucoup de produits qui contiennent des minéraux provenant du Congo. Mais la réalité troublante est que l'extraction de ces minéraux, c'est au prix du sang. Des Congolais, des femmes violées, des bébés violés et des personnes qui se déplacent. Alors, c'est ça ce qui nous amène aujourd'hui pour protester. On ne veut plus voir tous nos compatriotes mourir comme des animaux. Il n'y a pas de solution, que ce soit au niveau national, international, alors qu'eux ne sont pas là pour les mines, ne sont pas là pour la politique. Ils sont là juste pour faire leurs activités, pour récupérer la terre que Dieu nous a accordée. Donc c'est ça ce qui nous amène à protester contre toutes ces atrocités qui se passent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, je vais ici, comme vous le savez, faire l'avocat du diable. C'est vous qui êtes là pour, comment dirais-je, nous donner l'information et non pas moi. Moi, je suis là pour faire l'avocat du diable et vous le savez. Et je n'ai pas tellement le choix. Bien, lorsque vous nous parlez ici de génocide, pour le grand public qui vous suit actuellement, nombreux s'interrogent et nombreux se posent également cette question, mais de quoi parle-t-il? On a entendu parler d'autres formes de génocide dans ce monde, dont je n'ose citer, mais vous nous parlez ici d'un génocide. Premièrement, avez-vous des preuves qu'il a bel et bien eu génocide dans cette partie de la planète, ou bien s'agit-il ici de désinformation, ou bien de vouloir gonfler une histoire qui se passe dans un conflit, dans un pays en fait qui s'appelle la République démocratique du Congo? Ça c'est un. Deux, ma question. Pourquoi toujours la République démocratique du Congo? Pour le grand public qui vous suit en ce moment et qui nous suit en ce moment, et vous le savez comme moi, depuis l'accession de ce pays à son indépendance, c'est-à-dire en 60, on parlait déjà, et vous le savez, 2 mois plus tard, Lumumba partait. 2 mois, 3 mois plus tard, Lumumba était parti. Et dès lors, on parlait de la crise congolaise. Et vous le savez, il y a eu des morts et des morts. On n'en parle même plus aujourd'hui. Il y a eu le cas Moïse Tshombe, on n'en parle plus aujourd'hui. Et il y a eu le cas Kabila, on n'en parle plus, c'est effacé. Alors là, on parle encore de l'Est. Pour le grand public, nombreux ne comprennent pas. Alors je me tais, j'ai été assez long dans mon intro, je vous laisse maintenant nous en parler. Allez-y. Merci beaucoup pour les 2 questions. Je pense que je vais commencer avec la deuxième, parce que là, vous avez cité Lumumba, notre héros national, et j'aimerais commencer mon propos par cette citation de notre héros national qui a dit « Notre lutte n'a pas pour but d'haïr ou d'aimer les colons, mais c'est juste question de souveraineté et de survie. » Alors, quand vous me posez la question de savoir pourquoi toujours les Congo, c'est simple à comprendre, parce que le Congo vit un contraste. C'est le pays le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Vous qui êtes ingénieur, est-ce que ça a été prouvé scientifiquement? Avez-vous certaines références qui peuvent convaincre notre public? Parce que moi aussi, comme vous, je l'ai entendu parler. Moi aussi, comme vous, je l'ai lu quelque part dans des ouvrages. Mais j'ai de la difficulté personnellement à y croire, franchement, parce que nous sommes pauvres. Enfin, je me tais. Allez-y. Donc, je peux juste vous renvoyer, si vous avez le temps d'aller visiter mon blog appelé Tech Monde Brésil. Sur mon blog, j'ai beaucoup parlé de ça. Et il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui ont prouvé réellement la présence de beaucoup de minerais dans notre pays. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des slogans. Tout le monde dit que les Congo, quand on parle en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ils disent le Congo, c'est le pays solution. S'ils font parler en termes de minerais... Ça, c'est vous qui le dites. Mais est-ce que le grand public le sait? J'aimerais informer le grand public parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on avait une rencontre ici à Montréal qui a réuni les décideurs du monde pour parler des questions, évoquer des questions qui concernent le réchauffement climatique. Et c'est au cours de ces rencontres qu'ils se sont rendus compte que le Congo, c'est le pays solution. Ce n'est qu'au cours de ces rencontres qu'ils se sont rendus compte. Des experts. Oui, à l'époque, le Congo n'était pas invité sur la table de décision. Et vous, en tant que scientifique, vous croyez à cela? Oui, il y a de preuves. Parce que ces gens-là ne le savaient pas? Tout le monde le savait. Mais le problème qui est là, c'est que les gens parlent du Congo à la place des Congolais. Les gens décident du Congo à l'absence des Congolais. Donc, actuellement, il y a eu quand même cet engouement des Congolais qui ont compris, surtout nous, la jeunesse, et nous voulons prendre part à la table de décision. Comment expliquer cela? Oui, alors, comme je vous ai dit, tout le monde a déjà dit ça dans plusieurs revues, dans plusieurs recherches scientifiques, le Congo est un scandale géologique.
La preuve en est que les minerais qui sont en train de soutenir l'industrie électronique avec la création, l'invention des smartphones, les composantes des ordinateurs, beaucoup de choses, c'est le minerai qui provient du Congo. Et ce qui est bizarre, c'est que si vous contactez ces entreprises pour leur demander c'est quoi leur politique d'acquisition des matières premières, ils ne vont rien vous dire parce que ce sont des minerais du sang qui proviennent dans des régions distantes. De quelle entreprise parlez-vous? Vous avez Apple, vous avez toutes les entreprises qui produisent des smartphones. Vous avez toutes ces entreprises qui produisent des ordinateurs. Oui. Alors, les matières premières qui soutiennent leur industrie proviennent des régions où il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Actuellement, là. Actuellement. Et comment ils procèdent? Ils soutiennent les mouvements rebelles, les terroristes. Aujourd'hui, nous avons le M23. Et pour pénétrer notre pays, ils passent par le pays voisin, en l'occurrence le Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons des milliers de déplacés. Aujourd'hui, si je vous parle, ce n'est pas un hasard. Parce que dans le bureau de la MONUSCO, qui est la mission onusienne au Congo, pour le maintien de la paix, cette mission qui a déjà passé près de 20 ans dans notre pays, leurs propres experts ont fait des analyses dans cette région. Ils ont ce qu'on appelle les rapports mapping, qui pointent les criminels, les commanditaires de cette guerre, mais ces rapports traînent encore dans leur bureau. Personne ne veut toucher à ces rapports. Et la communauté internationale reste inactive, elle ne parle pas, elle est sourde et muette. Justement, j'avais déjà entendu parler personnellement, comme beaucoup de gens, de ce rapport, le fameux rapport mapping dont vous parlez. La question, en fait, je ne vais pas perdre nos téléspectateurs, mais quand même, c'est un rapport très, très, très important. En fait, je dirais même le nœud de toute cette histoire. Mais c'est bizarre, justement. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus? Pourquoi est-ce que personne n'ose en parler? Est-ce que c'est une bombe ou quoi? Ça fait peur ou quoi? Chacune des parties, on dirait que ça existe, même l'ONU, mais c'est resté. Alors, comment vous l'expliquez, vous? Oui, c'est simple à comprendre. Oui. Si les gens ne veulent pas se prononcer, il faut se poser d'abord la question, qui sont les tireurs des ficelles de toutes ces atrocités? Ce sont eux les décideurs. Donc, ce sont eux qui sont derrière. Il y a une complicité, un complot international contre le Congo. Mais comment l'expliquez-vous alors? Alors, parce que si vous allez dans les régions où il y a la guerre, vous retrouverez les grandes entreprises de minération dans le monde, et elles sont là. Les grandes entreprises de mines qui font l'extraction minière, elles sont là. Mais on se pose la question, pourquoi vous vous retrouvez toujours dans des régions où il y a l'instabilité? Parce qu'ils savent bien qu'ils veulent échapper au contrôle gouvernemental, ils veulent explorer ces minéraux sans qu'il y ait les contacts avec le gouvernement. Ils utilisent ces rebelles, ils utilisent ces mouvements de répression, ces mouvements terroristes. C'est ça. Donc, quand ils arrivent dans une contrée, ils provoquent le chaos. Donc, selon vous, la crise actuelle, en fait, dérive justement de cette situation. C'est bien cela? Effectivement, ce n'est pas selon moi, mais selon les rapports qui existent, les rapports d'experts, tant nationaux qu'internationaux, a démontré réellement qu'il y a le tireur de ficelle qui est derrière ces... Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de les citer ici. Alors, notre lutte, ou soit ce qui nous a pu amener ici, c'est d'interpeller la communauté internationale, parce que nous savons tous, quand il faut parler des contrats, elle est présente. Quand il faut parler des élections au Congo, elle est présente. Mais quand on touche au sujet du génocide, là, elle est absente. À quoi joue la communauté internationale? Nous interpellons la communauté internationale à prendre ses responsabilités parce que ce sont eux qui ont envoyé la MONUSCO au Congo, la mission onusienne au Congo, avec les résolutions que je peux citer ici, 27-17, qui donnent droit. Tout être humain a droit à la paix. Tout être humain doit vivre dans son milieu naturel. Aujourd'hui, le seul péché qu'a commis ce peuple congolais, c'est de se retrouver sur une terre bénie, sur une terre qui renferme beaucoup de minerais. Alors, les convoitises de partout ailleurs se tombent sur les Congos. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut éliminer, les faire déplacer de leur lieu où ils ont l'habitude de rester pour qu'on puisse maintenant profiter. Dites-moi, est-ce que sentez-vous sincèrement que les Congolais, y compris ceux de la diaspora et ceux qui nous suivent actuellement, sont unis dans cette cause? Est-ce que sentez-vous réellement que les Congolais et les amis du Congo également, dans leur ensemble, comprennent très très bien ce qui se passe, premièrement, tel que vous le présentez dans cette région très riche de l'Afrique? Sentez-vous réellement que les Africains, nonobstant notre appartenance politique, mais dans notre compréhension objective toujours, puisque l'Afrique c'est dans sa globalité, sentez-vous réellement que tous ces gens-là
comprennent très très bien ce qui se passe actuellement dans cette grande région, disons, du monde, selon vous? Vous savez, actuellement, en Afrique, il y a l'éveil de la conscience panafricaine dans beaucoup de pays africains. Ça, c'est concret. Concret dans beaucoup de pays africains. Je peux vous donner l'exemple du Allez-y, Burkina, allez-y, oui. l'exemple du Niger, Oui. l'exemple du Mali. Oui, Et j'en profite pour interpeller les autorités congolaises Oui. à prendre des décisions raisonnables et des décisions courageuses, comme a été le cas de ces 3 pays que je viens de vous oui, citer. d'accord. Niger, pense Mali, quoi Et le exactement? Burkina Faso. Et quoi exactement? Voilà. Donc, Oui, mais ils ont quoi? vite compris Oui. que tout ce qui s'est passé dans leur pays, les mouvements terroristes, les tireurs de ficelles ont été démasqués et ils ont pris ce courage de se retirer d'abord des organisations qui sont là juste des organisations apparentes, mais à l'intérieur, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien comme activité qui peut pousser le peuple à avoir confiance en eux. Ils ont pris des décisions de quitter des organisations du genre. Oui, mais la France vendait de deux côtés. La France faisait ses affaires. Le système capitaliste devait fonctionner. Effectivement, mais c'est ça. C'est pour cela que j'interpelle les autorités à prendre ce genre de résolutions, ce genre de décisions, parce que la population qui était longtemps endormie a compris que c'est nous-mêmes qui devons nous libérer. C'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge. Parce que la communauté qu'on attend faire quelque chose, cette communauté internationale, elle joue à une justice à géométrie variable. Je vous donne l'exemple télé. Quand il s'agit de l'Israël, on ne demande pas à l'Israël de négocier avec les terroristes Hamas. Quand il s'agit de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au contraire, ils apportent l'appui logistique à l'Ukraine. Mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, on nous demande de négocier avec les rebelles. Pourquoi? Allez-y comprendre. Pourquoi, selon vous? Alors, les enjeux du Congo sont complètement différents. Oui. C'est pour cela, nous-mêmes, en tant que jeunesse, nous devons nous lever pour marcher comme nous allons le faire ce samedi. Nous allons demander à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et à nos autorités de prendre les responsabilités et à la population congolaise de demeurer vigilante. On n'est plus dupe. Dites-moi, croyez-vous sincèrement que cela donnera des résultats? Je vous dis, je me fais toujours l'avocat du diable. Ouais. C'est depuis des années. Rappelez-vous, dans l'histoire même de la République démocratique du Congo, je lisais comme ça, vaguement, le 4 janvier 59. Vous vous rappelez dans l'histoire où, à l'époque coloniale, où pour la première fois, les colons belges ont réellement tremblé parce que la population a réellement manifesté et c'était sérieux. Et les conséquences ont suivi. On a vécu l'indépendance en 60. Aujourd'hui, depuis de nombreuses années, que les Congolais, du moins la diaspora, manifestent depuis l'époque du maréchal Mobutu, déjà on manifestait. Depuis l'époque de Kabila père, on manifestait. Depuis l'époque de Kabila fils, longuement manifesté. Ça a donné quoi? Aujourd'hui, on manifeste encore et on s'adresse à la communauté. Pour faire quoi? Est-ce que n'est-il pas donné peut-être pour les Africains peut-être de se regrouper et de pouvoir réfléchir ensemble peut-être dans cette grande diaspora, puisqu'on parle du mois de l'histoire des Dions noirs? Parce que le cas du Congo n'est pas le seul. On parle ici du monde noir. Je ne sais pas, je vous donne des idées. Oui, effectivement, ce que je dirais, c'est que prenons l'époque de 1960, l'époque des indépendances, où il y avait toute une génération de Lumumba, de beaucoup de chefs d'État africains que vous connaissez, Sékou Touré, les autres. Ils ont époque? réussi à éliminer cette génération parce qu'à l'époque, vous allez être d'accord avec moi, que les niveaux d'instruction de la population n'étaient pas comme les cas aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Alors, ce qui veut dire qu'à l'époque, par exemple, si je prends les cas de mon pays, le Congo, on n'avait pas de cadres comme on en a aujourd'hui. Effectivement. Il y avait des cadres qui étaient formés par eux-mêmes, les colons. Alors qu'aujourd'hui, la donne a changé avec ces vents de panafricanisme qui guettent l'Afrique, avec ce que nous voyons dans la partie est de l'Afrique, et dans la partie ouest de l'Afrique, j'allais dire. Ce qui veut dire que c'est déjà une pression pour nous tous de pouvoir faire quelque chose. Et aujourd'hui, on s'est tous levés pour dire non. Et la France comprend qu'elle perd déjà ce jeu qu'elle a toujours fait. Et vous avez l'exemple, le dernier voyage du président Macron en République démocratique du Congo. Vous avez vu l'interview avec le président congolais. On n'a jamais eu des échanges pareils à la télé avec les anciens chefs de l'État qui ont dirigé notre pays. Donc, ce qui veut dire que la population est déjà debout. On est prêt à affronter tout et on est déjà vigilant, éveillé. On comprend tous les enjeux
Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas la modernité que nous avons aujourd'hui, avec l'accès aux médias, l'accès aux réseaux sociaux, où l'information au bout du doigt, vous pouvez la détenir sans problème. Alors qu'à l'époque, c'était plus à la radio, il faut attendre la télé. Aujourd'hui, on reste connecté, nous allons manifester le samedi, mais vous allez vous rendre compte que toutes les autres diasporas congolaises qui se retrouvent partout dans le monde seront avisées et nos autorités seront avisées, ce qui n'était pas le cas avec l'époque. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus moyen de tromper la population, nous sommes vigilants. Synthétiquement, en quelques secondes, le message, que voulez-vous transmettre à la population dans votre manifestation? La première des choses que j'aimerais dire à la population, c'est que nous devons nous lever. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont forcés de quitter le pays pour demander les asiles partout ailleurs. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, les grands demandeurs d'asile, ce sont les Congolais. Donc, ça doit s'arrêter. Parce que les gens qui demandent l'asile, ce n'est pas parce qu'ils sont contents de venir, non, c'est parce qu'il y a des gens qui abandonnent leur famille, des gens qui ont perdu leur famille et se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas appropriées. Et cela doit s'arrêter. Aux autorités congolaises, comme je venais de le dire, nous leur demandons de prendre des décisions raisonnables, des décisions courageuses, parce que trop, c'est trop. Nous voulons que ça s'arrête. À la communauté internationale, je leur demande juste de revoir tous les rapports d'experts qui traînent encore dans leurs bureaux, dans des tiroirs. Ils doivent pointer du doigt, ils doivent arrêter ces criminels, comme a été le cas avec le tribunal d'Arusha. Synthétiquement, donc, le rapport mapping, il faut qu'on le ressorte des tiroirs et on doit l'exécuter. C'est bien cela? On doit l'exécuter et on doit arrêter tous les commanditaires et les chefs rebelles qui sont en train de semer ces génocides parce que c'est plus de 12 millions de morts dans la partie est de la République démocratique du Congo. Croyez-vous que c'est possible, sincèrement? C'est possible et nous y croyons, c'est pour cela que nous allons marcher parce que nous sommes déterminés cette fois-ci. On ne dit plus jamais ça. Merci. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.